l'écran n'est pas un parent comme les autres. L'enfant naît dépendant et tout le travail du parent, c'est de l'aider à être indépendant. L'écran, lui, c'est le contraire. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. 1 heure pour parler santé bien-être avec mon invitée Sophie Marinopoulos. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychanalyste, fondatrice des espaces d'accueil pour les familles, les pâtes au beurre. Un concept qui est né par suite de votre refus de vous soumettre à un système de santé qui, au nom d'impératifs économiques, aggravait la santé de chacun. Vous êtes une rebelle ? Oui, alors une rebelle, j'ai voulu d'abord me mettre peut-être aussi dans des conditions de travail que j'avais espérées, qui étaient d'être au plus près de ceux qui en ont besoin, puisque je suis une soignante, donc j'avais envie de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Et puis aussi, j'étais particulièrement marquée par le fait qu'on ne recevait plus les parents au moment où ils en avaient besoin, puisqu'on avait des listes d'attente très importantes dans nos espaces de santé, dans ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours les CMPP, les centres médico-psychopédagogiques. Et donc les parents venaient parce qu'ils étaient orientés, leur enfant allait pas bien, il se comportait mal à l'école, il apprenait mal, enfin il y avait toujours quelque chose qui était problématique. Et donc ils devaient prendre rendez-vous. Et quand on fait attendre un parent 6 mois, 8 mois, 9 mois, et que quand il arrive, on lui dit écoutez, je vais commencer un petit peu à réfléchir un petit peu à ce qui se passe, vous allez m'expliquer. C'était très très violent pour les parents qui déjà avaient attendu longtemps. Le symptôme s'était bien installé dans la famille, il s'était naturellement aggravé et ils avaient envie, et c'est légitime, qu'on fasse vite et qu'on règle la question au plus vite. Alors les pâtes au beurre, pour expliquer à tout le monde, vous consultez où ? Alors, nous sommes dans une cuisine, nous sommes des psychologues, des psychiatres, des psychomotriciens, donc des spécialistes, on va dire, de la psyché, donc de la vie relationnelle. Et nous avons troqué nos bureaux contre des cuisines. Il y en a 17 en France, 2 en Belgique. C'est un lieu qui est gratuit, qui est anonyme, totalement inconditionnel. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de délai d'attente. Il y a des horaires d'ouverture. Vous avez juste à pousser la porte. Et quand vous êtes en difficulté ou même dans des doutes, parce que vous savez que être parent, finalement, c'est quoi ? C'est douter et se poser des questions. Donc, ce qui est important, c'est que notre société réfléchisse à ça et qu'il y ait des lieux pour qu'on puisse prendre appui. Donc l'idée, c'est de dire aux parents, si vous avez un doute, si vous avez une question, n'hésitez pas, poussez la porte, on est là, nous sommes là pour vous soutenir et vous accompagner, pas pour vous dire ce que vous avez à faire, pas pour poser des dictats autour de ce que serait le bon parent, mais bien pour penser comment vous, parents, dans votre singularité, dans votre histoire tout à fait personnelle, comment est-ce que vous avez envie de construire cette histoire avec le problème qui est en train de surgir à ce moment-là ? Bien. Et c'est pour ça que vous êtes une mendiante professionnelle, parce que c'est gratuit. Voilà, je suis devenue une mendiante professionnelle, puisque ces lieux gratuits, il va falloir les financer. Voilà, des financements. C'est pas facile, ça devient très très difficile. Ça fait 25 ans qu'on existe, j'ai monté les pâtes au beurre en 1999. Et c'est très compliqué d'aller à la recherche de fonds pour des actions solidaires, d'entraide, des actions où on vient simplement dire oui, nous les humains, nous avons des temps de fragilité dans nos vies, ça fait partie de nos vies. Vous savez, parler de vulnérabilité n'est pas forcément très apprécié. Et pour autant, si nous voulons des sociétés apaisées, il va falloir qu'on se retrousse les manches et qu'on ait des espaces. Alors, les tiers-lieux existent, mais pour le soin psychique, Dieu sait si nous allons mal, la santé mentale, on ne cesse d'en parler. La santé mentale, il faut qu'on la prenne en compte. Et la santé mentale, c'est la santé de nos relations, de nos liens, tout simplement. Vous êtes créatrice du concept de santé culturelle, on en dira un mot dans cette émission. D'accord. Et vous publiez ce que les enfants nous enseignent aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous avez fait le lien entre ce que les enfants vous ont appris et les théories de nombreux penseurs. C'est ce qu'on verra ce matin. Plus vous accompagnez les enfants, dites-vous, plus vous êtes convaincu que cette jeune génération a besoin d'un enseignement repensé, d'une éducation avec plus de saveur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'éducation qu'on donne aux enfants aujourd'hui ? Ça manque d'amuse-bouche. Vous ne trouvez pas ? Nos enfants aujourd'hui, très tôt, d'ailleurs même avant d'aller à l'école, déjà à la crèche, on leur dit « tu t'assois, tu regardes ». Or, le propre d'un bébé, c'est de pouvoir comprendre le monde
lui donner du sens, le décrypter avec ses sens, tous ses sens. La grande qualité du bébé humain, c'est qu'il absorbe en fait son environnement sensoriellement d'une manière amodale, c'est-à-dire tous les sens en même temps, et la grande faculté d'interchanger les sens. Il peut tout à fait regarder avec sa peau et entendre avec ses yeux. C'est pour ça qu'il peut tout à fait, dos à vous, continuer à suivre ce que vous êtes en train de lui raconter. Vous pouvez lui lire un livre et il ne regarde pas forcément les images, et ça n'a pas d'importance. Il est omniprésent. Alors, vous m'avez appris un truc, c'est qu'un enfant qui ne sait pas lire, si vous lui racontez une histoire, si vous sautez une page, l'enfant le sait. Bien sûr, et il sait compter. Comment vous savez que l'enfant sait que... C'est lui qui va vous l'apprendre. Essayez avec un bébé de 18 mois ou 2 ans qui connaît bien son livre, qui connaît le nombre de pages sensoriellement, c'est-à-dire qu'il a vraiment cette petite musique du rythme dans la peau, on pourrait le dire comme ça. Eh bien, vous êtes pressé parce que vous avez des tas de choses à faire ce soir et vous prenez un livre et vous avez bien l'intention de sauter 2-3 pages parce qu'il ne va pas s'en rendre compte, parce qu'il ne sait pas compter et que voilà. Eh bien, vous êtes sûr que votre soirée est fichue parce que lui, il va revenir en arrière, il va revenir là où vous avez oublié ou sauté cette page parce qu'il sait parfaitement qu'il en manque une. Donc oui, les bébés, bien sûr, les bébés savent compter, tout à fait. Ils ne comptent pas comme nous, mais ils savent compter, de même qu'ils savent lire, ils lisent autre chose que ce que vous lisez, mais ils sont parfaitement capables d'interpréter une narrativité autour d'eux. Ils ont une manière de raconter déjà dans leur comportement, dans leur déplacement. Mais nous, on ne sait plus décrypter les histoires. Mais eux, ils décryptent parfaitement bien la manière dont nous, on déambule. Ils savent exactement là où on en est dans nos émotions. Ils savent bien reconnaître si on est énervé, si on est calme. Voilà, ils ont cette capacité de la lecture sensorielle de nos êtres. Et c'est quelque chose qu'on ne développe pas chez nos enfants. Parce que justement, on a privilégié un sens qui est la vue. On leur demande, donc, je le disais, de s'asseoir et de regarder. Or, c'est parce qu'on bouge qu'on pense. La pensée, elle est corporelle. Le corps est pensé. Et c'est toute cette dimension-là que je propose de remettre au cœur de nos débats en disant, mais plutôt que de dire à nos enfants de s'asseoir et d'écouter, laissons-les être acteurs de leur mouvement pour que justement ils initient la connaissance. Vous parliez d'amuse-bouche tout à l'heure. Comment est-ce que la connaissance vient aux enfants par la bouche ? Parce que vous dites à un moment donné, ils ont besoin de tout goûter. Ils ont besoin de tout mettre dans leur bouche. Alors je me suis demandé s'ils n'avaient pas tendance à avaler les choses quand même, dans votre concept. En tous les cas, on a toujours la peur, ça c'est vrai. Les parents ont toujours peur. En tant que parents, alors là, c'est... On est terrorisés. Les piles, Voilà, dès qu'ils mettent quelque chose à la bouche, oui, on est persuadé qu'ils vont l'avaler. Ouais. Ils vont peut-être simplement la goûter. Alors, on ne peut pas tout goûter, et le parent est là pour rappeler que non, tout ne se met pas à la bouche. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont les bébés font de leur bouche le moyen de regarder un objet. Donc, en général, ils prennent un objet, ils vont le mettre à la bouche, ils le tournent dans la bouche, donc ils le goûtent, et en le mettant dans la bouche, ils le pèsent, ils le mesurent, ils voient la forme, ils voient bien sûr la texture, et donc ça leur donne un nombre d'indications extraordinaires, et ensuite ils le sortent de la bouche. En plus, ils se l'approprient parce qu'ils mettent leur salive et ça possède du coup leur odeur. Ils le sortent de la bouche, ils le regardent, et en effet, à ce moment-là, ils vont poursuivre une activité avec ce jeu. Donc aujourd'hui, c'est vrai avec notre éducation très hygiéniste, on n'aime pas que les enfants mettent à la bouche, et on a plutôt tendance à dire ne mets pas à la bouche, c'est sale. Caca. Voilà, éventuellement caca, ou en tous les cas de dire c'est pas une bonne idée. Alors que vous dites ça à un enfant, c'est pas une bonne idée. Alors là, en tous les cas, on lui dit même pas c'est pas une bonne idée. Non, on lui dit non, crache. Oui, voilà, on lui dit ah non. Ouais, c'est ça. Pas à la bouche. Donne ce que tu as mis dans la bouche. Voilà. Hein, alors on pourrait lui dire attention, tu as vu, il est tout petit l'objet. Oh là là, t'as vu hein, il est en train de nager dans ta salive. Tu vois, tu pourrais l'avaler. Je préférerais que tu me le donnes. Voilà, c'est pas la même chose que de dire non. C'est-à-dire, on lui laisse pas l'expérience. Donc, comment un bébé pense, c'est par l'expérience. Non seulement il pense, mais il délibère. Donc, j'y tiens énormément à l'éveil culturel et artistique, et bien entendu à tout ce qui permet au bébé d'expérimenter le monde par lui-même et d'être acteur de sa vie. Dès qu'on n'est plus acteur de nos vies, on se déprime, on ne sert plus à rien, et notre jeunesse ne cesse de nous le dire. Les tentatives de suicide de nos jeunes et de nos très très jeunes enfants, à peine adolescents, vraiment pour nous les professionnels de la santé psychique, c'est une vraie question, c'est vraiment une problématique que nous devrions prendre à bras le corps et se dire mais ça veut dire quoi ?
allons chercher le sens de ça. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils ne veulent plus? Qu'est-ce qui n'est plus enviable? Qu'est-ce qu'on ôte de l'enviable? Peut-être qu'on les enferme dans voilà ce que sera ton avenir. Voilà. Vous dites que les enfants d'aujourd'hui sont amputés de leurs initiatives. Oui, dès la maternelle, même avant, à la crèche, à partir du moment où on leur demande de s'asseoir et de regarder et d'écouter, parce qu'on va leur dire ce qu'ils doivent savoir, c'est pas la même chose que de laisser l'enfant libre de ses mouvements. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il fasse n'importe quoi, parce que aussi on pourrait dire, elle nous raconte, bien sûr, aller au open bar, ils font ce qu'ils veulent. Pas du tout. C'est simplement dire, l'enfant apprend par l'expérience. Donc si vous amenez un enfant se balader, aller dans les parcs, faire des jeux de motricité, monter, chercher son équilibre, etc. Là, il fait des mathématiques déjà. La géométrie, il est en train de l'apprendre, mais par le corps. Il l'éprouve dans son corps. Ce qui fait qu'ensuite, quand vous lui présenterez un exercice de géométrie, mais déjà, il a la représentation de l'espace et il va aller vers l'abstraction parce qu'il l'a vécu. C'est ça l'expérience. S'il ne la vit pas, oui, bien sûr, vous pouvez toujours lui faire apprendre, par cœur, on peut faire apprendre plein de choses aux enfants, mais il ne le possède pas comme une connaissance. Et à ce moment-là, il n'a pas un bagage qui lui permet de grandir de manière fluide, de manière aisée, et de se dire, mais finalement, apprendre, c'est comme la pâte à modeler. Le savoir, c'est comme la pâte à modeler. C'est quelque chose que je peux transformer, finalement. Et c'est ça qu'on attend de nos enfants, c'est cette créativité, c'est cette place c'est l'appétence aussi, qui devient la curiosité quand ils sont grands. Voilà, je reçois un ovni comme je les aime ce matin, elle s'appelle Sophie Marinopoulos, c'est le public ce que les enfants nous enseignent aux éditions Les Liens qui Libèrent, et vous démarrez votre livre par un accident d'avion au Colombie. Les survivants, ce sont des enfants. Et qu'est-ce qui se passe après? Oui, alors c'est une affaire qui nous a marqués tous mondialement. Je pense que tout le monde a suivi cette affaire. Ce sont 4 enfants qui étaient dans un avion avec leur mère. L'avion s'est écrasé. Les enfants n'ont pas été blessés. Des enfants qui ont entre 11 mois et 13 ans pour l'aîné et qui en fait vont errer dans la jungle pendant 1 mois. Et qu'on va retrouver sains et saufs. Et le monde a dit, mais ces enfants c'est des miraculés. Et là, vous dites, non, ce ne sont pas des miraculés. Voilà, alors je le dis grâce au peuple amérindien qui s'est exprimé, et ça m'a beaucoup marqué, qui a dit, mais nos enfants ne sont pas miraculés. Nos enfants savent vivre dans la forêt, ils connaissent la forêt. Et donc, ils nous ont donné une leçon d'enseignement, justement. Comment ils enseignent à leurs enfants. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant, parce que ça correspond en effet à ce que je développe dans mon ouvrage, qui est de dire on les prive d'un certain nombre d'appétences qu'ils ont, à savoir de comprendre le monde avec leur sens. Et ces enfants amérindiens, en effet, vous voyez par exemple, ils ne vont pas forcément à l'école, mais par contre, ils savent lire. Ils lisent les traces sur le sol, ils savent parfaitement dans quel sens se déplacent les meutes. Donc, ils savent les éviter. Donc, ils peuvent évidemment se protéger, s'auto-protéger, puisqu'ils savent comment éviter les dangers qu'ils peuvent croiser dans la forêt. Ils savent écouter la pluie, les nuages, ils savent parfaitement entendre ce que raconte une rivière, donc ils écoutent l'histoire de la rivière, ils savent dans quel sens elle coule, et du coup ils savent où aller pêcher. Le vent, bien sûr, leur indique où sont les abris, etc. Donc vous voyez, ils ont été pas miraculés, juste ils ont pu analyser, interpréter les histoires que leur racontait la forêt, qu'ils écoutaient avant en présence de leurs parents qui marchent avec eux main dans la main, ce que nous ne faisons plus aussi. Vous voyez, on pourrait à chaque fois reprendre des petits bouts en disant, mais nous, est-ce qu'on marche main dans la main avec nos enfants pour leur raconter nos espaces? C'est pas les mêmes. On a une autre jungle, nos jungles citadines aussi. On ne le fait pas. On est trop pressé. On saute dans nos voitures et on se dépêche pour chacun partir à nos activités, nos enfants à l'école ou à la crèche et nous au travail. Donc, toute cette approche de l'éducation par le faire ensemble, cette transmission du corps à corps, qui est absolument passionnante. La preuve, ça les a sauvés. Alors, je ne dis pas que nous aussi, je dis simplement, écoutons ce que les autres ont à nous dire, et en particulier les enfants. Et la parole de ce peuple amérindien m'a touchée, parce que j'ai trouvé que oui, ayons le courage de se dire, nous, on a des mots MAUX qu'il va falloir qu'on analyse, qu'on ait le courage de les regarder pour se dire, oui, il y a un petit truc qui ne va pas quand même. Qui d'entre nous aurait survécu dans la forêt pendant autant de jours et serait retourné au village? Moi, 3 heures, je pense. 3 heures.
Allez, 4. On vous aurait mangé. Ah ben on m'aurait mangé tout de suite. Je ne sais pas lire les traces d'émeutes sur le sol. Et je pense que ce que la rivière me raconte, je serais bien empêchée quand même. Oui, bien en difficulté. Mais déjà aujourd'hui, si les gens n'ont pas de GPS, ils ne savent même pas se déplacer. Donc, Oui, c'est vrai. Vous voyez donc plus personne ne sait lire un plan. Ça paraît bête, mais... Oui, mais du coup, c'est pour ça que si je peux me permettre, je relie ça à nos problématiques d'aujourd'hui. On dit on a une crise climatique, une crise environnementale. Mais vous n'allez pas demander aux enfants de devenir écologistes alors qu'ils ne savent absolument pas de quoi vous leur parlez. On peut prendre soin et se soucier d'eux si on connaît. Mais de quoi voulez-vous qu'ils se soucient ? Les saisons, ils ne les connaissent même pas. Ah bon, il y a des saisons ? Mais de quoi vous me parlez ? Alors oui, intellectuellement, on leur a appris. Il y a 4 saisons, ils peuvent les répéter par cœur. Ils font ça très très bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'une saison ? Qu'est-ce qu'elle raconte, la saison ? Comment je vis avec la saison et la terre de la saison ? Non, ils ne savent pas. C'est de ça dont il est question. Donc, pour ça, je dis souvent, voilà, ce courage de questionner, de se dire, oui, alors on a un petit peu, là, on a fait fausse route, quoi. Mais est-ce que pour autant tout est fichu ? Je ne pense pas du tout. Mais on a fait fausse route au nom de la protection des enfants. Pour protéger nos enfants, vous voyez ? Non, la protection des enfants est arrivée après. Quand je dis protection, c'est pour les mettre dans un cocon. Non, là, on les laisse pas dans la forêt marcher pieds nus. On ne les laisse pas dans la forêt marcher pieds nus, tout à fait. Mais c'est surtout ce qui colore le plus l'éducation de nos enfants, c'est la peur. Puisque nous vivons ensemble dans un tel rythme de vie, une telle cadence, qu'on ne sait plus faire ensemble et on ne laisse plus la possibilité à nos enfants de se débrouiller tout seuls, à minima, là encore, accompagnés bien sûr. Ce qui fait qu'on a peur de tout. Et à force de ne pas expérimenter, on perd ce qu'on construit, qui est une pépite psychique, c'est la sécurité interne. Être en sécurité avec soi-même et avec les autres. Si on n'est pas en sécurité avec soi-même et avec les autres, on va faire appel à des systèmes sécuritaires. Si moi je ne suis pas tranquille parce que je ne sais pas si mon bébé respire bien, je vais aller mettre une caméra. J'en mets pas que dans la chambre de mon bébé, une caméra. Maintenant, j'en mets partout dans les quartiers, etc. Vous voyez, plus on est fragile à l'intérieur, plus on se durcit à l'extérieur. Et c'est comme ça que notre société est en train d'avancer vers, en effet, des carapaces qui fait qu'on s'oublie, on se perd de vue, on ne se supporte plus. L'altérité, c'est le gros mot par excellence. Prendre soin des autres, être en relation avec les autres. Et ça, c'est ce que les bébés nous enseignent. Ils nous disent, mais sans l'autre, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Ils ont cette appétence. Quand un bébé vous regarde, vous êtes quand même... C'est extraordinaire, le regard d'un enfant. Il y croit. Donc, il croit en nous. Et c'est cette foi aussi en l'autre qu'on pourrait essayer un peu de retrouver entre nous. Notre culture occidentale a fait des choix éducatifs qui éloignent les enfants de leur aptitude synesthésique. Nos sens se sont atrophiés. Mais quand je vous disais au nom d'une protection, c'est qu'en fait, on a peur, donc on protège des enfants pour leur bien. C'est ça. Ah oui, la finalité, mais bien sûr, la finalité, c'est de dire c'est pour ton bien. Mais c'est pour ton bien vient entraver l'horizon de l'enfant. Quand vous évoquiez ces 4 enfants, c'est vrai que nous, on aurait tendance à dire à nos enfants, regarde où tu mets les pieds. Alors que les Amérindiens vont dire « écoute ce que la forêt a à te dire ». Donc déjà, écoute ce que la forêt a à te dire, on voit cet espace s'agrandir, donc un bel horizon, et plus l'enfant a un horizon, plus il se nourrit dedans. Donc notre fragilité aujourd'hui, c'est bien sûr notre fragilité relationnelle, et je confirme que nous ne mourrons pas de la crise climatique. Je vais donc vous rassurer et vous inquiéter parce que nous mourrons de cette crise relationnelle parce qu'on ne se supporte plus et on va s'entretuer. Bien. Pourquoi sommes-nous la seule espèce à affaiblir ? Non, parce que là, si je commence à commenter, à m'arrêter, j'en peux plus là. Non, je vais savoir pourquoi nous sommes la seule espèce à affaiblir ces petits. Donc c'est une question que vous posez. C'est une question que finalement, plutôt que de renforcer nos enfants, on les affaiblit sans s'en rendre compte, en fait. Voilà, je pense qu'on est tellement pris dans des normes, dans des... la captation de l'efficacité, de la compétence. On est tellement pris dans ce monde-là. Déjà, on n'arrive plus à penser. On n'arrive plus à penser même le temps. Donc, en fait, on finit par ne plus voir les essentiels pour nos enfants. Et c'est comme ça qu'on les affaiblit. Au lieu de se dire, bon, c'est quoi les fondamentaux pour qu'un enfant
grandissent en humanité. Je ne sais pas si c'est l'expression. C'est bien, moi j'aime bien, on grandit en humanité, voilà, c'est bien. Grandissent en humanité, c'est ça. J'essaye de ne pas utiliser les mots psy, vous voyez, je fais attention. Surtout tout le monde utilise en ce moment. Oui, c'est ça. Non, mais il y a que évitez-moi la bienveillance et tout ça. Non, mais il n'y a que les psys qui n'utilisent pas les mots psy aujourd'hui, parce que c'est plus la peine. Voilà, chacun fait sa sauce. Vous racontez quelque chose, vous dites, vous êtes rendu compte que plus vous alliez dans des réunions avec des psys qui parlaient des enfants, moins vous compreniez les enfants. Oui. Ça m'a fait hurler de rire. Non, mais oui, parce que quand on est... Alors là, vous rentrez dans le choix que j'ai fait de travailler avec des tout petits, donc avec des enfants qui sont d'âge préverbal. Donc, on va se parler, eux et moi, parce que je vais me brancher avec eux sur leur mode d'expression corporelle, émotionnelle, et je vais tenter des interprétations qui fait qu'on va essayer de s'ajuster. Donc, c'est un travail extrêmement fatigant. D'être toujours dans cet ajustement avec les tout petits. Et quand j'allais dans des réunions où on me parlait des enfants, mais je me rendais compte que je n'arrivais plus ensuite à les écouter eux, parce qu'on m'avait tellement parlé d'eux que je n'arrivais plus à m'ajuster avec eux dans cette intimité. Dans un langage. Alors quels sont les prérequis pour grandir en humanité, pour les enfants? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Les enfants, ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de sentir, ils ont besoin d'expérience. Ça, c'est vraiment des grands besoins pour eux. Ils ont besoin de prendre appui sur nous, les adultes, qu'on accepte d'être en responsabilité, parce que ces petits bouts de chou qui arrivent à 3 kilos, c'est une tonne de responsabilité, on le sait tous. On est... c'est quand même... Il y a quelque chose comme ça qui vous... Presque, certains parents sont terrassés. Moi, je me suis beaucoup intéressée à ce que j'ai appelé les vacillements parentaux, et en particulier maternels, ce que j'ai commencé en maternité. Mais mon tout premier poste, c'était dans un centre de planification et d'éducation familiale. Donc, années 80, la loi Veil est installée depuis 5 ans. Et dans ces endroits-là, c'est là où j'ai rencontré ces femmes qui étaient enceintes et qui ne le savaient pas. Comme ça que j'ai écrit à ce moment-là, que j'ai créé ce fameux déni de grossesse qui a été beaucoup repris depuis. Et ce qui est intéressant, parce que ça a permis quand même... C'est vous ? Bah oui. Oui, ouais, années 80. Premier livre en 90. En fait, mais c'est venu tout seul. Vous voyez, il y a des fois, il y a des choses qui viennent comme ça. Je ne savais même pas ce que c'était que le déni de grossesse. Mais moi non plus. Ouais. Ah non, mais moi non plus. Moi, je sors de la fac. Je suis en centre de planification d'éducation familiale. Je rencontre des femmes qui viennent pour faire une IVG. Elles pensent qu'elles sont à 5 ou 6 semaines. Et on leur dit, ah, désolé, vous allez accoucher. Donc, vous allez traverser la Loire, parce que c'était à Nantes à l'époque. Les services d'interruption volontaire de grossesse étaient dans un bâtiment préfabriqué en psychiatrie. Notez la symbolique, et il fallait aller accoucher en maternité. Donc ces pauvres femmes étaient livrées elles-mêmes. On venait de leur faire tomber un immeuble sur la tête et on leur disait non mais c'est pas grave, vous traversez juste la rue, vous voyez. Bon, humainement c'était incroyable. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je sortais de la faculté, moi on est enceinte, on le sait, il y a 9 mois, enfin voilà, un grand classique. Et il y a des signes apparents. Et puis ça se voit, etc. Voilà, donc, et je me disais, et à les écouter, je me disais, mais elles sont vraiment dans le déni. Mais parce que le déni, ça existe. Là, c'est un mécanisme de défense que l'on apprend très tôt en faculté. Elles sont dans le déni de leur grossesse. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Voilà. Et ça a beaucoup parlé au grand public. Ce qui est intéressant, c'est que ça a permis quand même une approche, une compréhension. Ça a été repris par de nombreux professionnels et c'est très bien. Mais du coup, je ne sais plus pourquoi on parlait du déni de grossesse. Oui, pour les vacillements parentaux, parce que oui, quand on devient parent, ça vacille, ça bouge. Donc, où est-ce qu'on va prendre appui quand on a des doutes, des questions? Et c'était ça aussi mon souhait, c'était d'être dans cet accompagnement de la santé, mais de la santé relationnelle. Sophie Marinopoulos est notre invitée aujourd'hui. Je rappelle, Sophie, que vous publiez Ce que les enfants nous enseignent aux éditions Les Liens qui libèrent. Et dans votre livre, vous expliquez que enfant, votre maman vous bordait. Vous aimiez ça. Vous adorez ça. Oui, alors, le sujet de border, en effet, vous avez raison, c'est un sujet qui m'est cher. Il y a beaucoup de tendresse et de douceur. Vous bordez avec des draps dans votre lit. Alors, voilà, je suis d'une génération où la couette n'existait pas. Donc, nous étions bordés avec ces draps et ces couvertures d'autrefois, un petit peu rêches. Mais ma mère ne me bordait pas que le soir. Et c'était un peu le sujet de ce chapitre, c'est de dire qu'en fait, elle était, comme toutes les mères, inexpérimentée. J'étais sa deuxième enfant.
Donc pas la même que le premier, donc c'est à chaque fois une nouvelle aventure, donc il faut à chaque fois trouver les gestes et s'ajuster. Ma mère était une ancienne enfant sage, voilà, donc une enfant facile, sage, et moi j'étais une enfant plutôt en mouvement tout le temps. Plutôt TDAH, comme on dirait aujourd'hui. Voilà, c'est ça, je me suis trouvé pas mal de... C'est pour ça que vous êtes une ovni, de toute façon, c'est pour ça que vous ne pouviez pas rester dans une institution. C'est vrai, je suis mieux dans la cuisine, ça c'est sûr que... Ou dans l'entre-cuisine, vous savez. Ah, l'entre-deux, c'est... Ne me branchez pas sur les seuils et sur les entre-deux. Sur les seuils, parce que c'est sur le seuil de la cuisine que les choses se disent. Oui, donc votre mère vous bordait. Mais elle me bordait, pas seulement le soir, donc elle me bordait dans la journée. Et je disais, malgré le fait qu'elle était inexpérimentée, elle avait compris qu'il fallait qu'elle ne soit pas débordée par mes débordements. Et donc, elle me bordait toute la journée, c'est-à-dire qu'elle était capable de voir les moments où il valait mieux me laisser de l'air et que j'aille dehors, que j'aille faire un peu ce que je voulais, de m'offrir de la liberté. Ou alors, au contraire, de m'offrir des jeux un petit peu... Vous savez, quand on veut un peu calmer le jeu, on va proposer aux enfants des jeux un peu obsessionnels. Tu vas compter les boutons. Bon, à l'époque, c'était les boîtes de boutons, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, tu vas compter les boutons, j'ai fini, mets les rouges d'un côté, les bleus de l'autre, etc. C'est-à-dire, elle me permettait de m'apaiser. Voilà. C'est ça, border. Et c'est une manière de délimiter aussi l'enfant, de la contenir dans sa pulsionalité, pour prendre un terme là, psy, qui n'est pas trop utilisé en dehors de mon métier. Et donc, du coup, en effet, ça m'a aidé énormément à grandir et à pouvoir me structurer. Et aujourd'hui, la question du border, c'est bien sûr la question de l'autorité, hein, vous l'entendez, c'est-à-dire comment je limite et je délimite. Et ce que j'aime le plus dans le sujet de l'autorité, c'est que ça vient questionner comment j'autorise. Parce que l'autorité autorise, c'est une autorisation. C'est-à-dire que l'autoriser, c'est quelque chose de mouvant. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, eh bien évidemment, on élargit les espaces et on élargit les limites. Or, on a... ce thème, qui est un très beau thème, a été totalement stérile pendant des mois. Vous n'aimez pas ce que la société a fait du débat? Mais c'est pas un débat. C'est les pour et les contre. C'est pour ou contre l'autorité. Il n'y a pas plus stérile. Est-ce qu'on peut laisser un enfant dans sa chambre? C'est intéressant, ça. C'était le débat. Mais bien sûr que non, ça ne nous intéresse pas. Ah bon? Si vous écoutiez notre émission, vous le sauriez. Je vous ai dit que ça ne nous intéressait pas. Mais ça a été ça. Comment voulez-vous qu'un parent puisse se dire, moi, personnellement, parent avec mon enfant, comment je fais? Je pense que si ma mère avait entendu ce débat, elle aurait été totalement paumée. Alors que ce qui est intéressant, c'est que le parent entende. La question, c'est pas punir. Bien sûr, border, c'est pas punir. Border, c'est autoriser. Mais qu'est-ce que j'autorise en fonction de l'enfant qui est là aujourd'hui? Est-ce qu'il a besoin d'être mis en sécurité? Parce que c'est un enfant. Il y a des enfants qui sont évidemment plus ou moins agités. Donc, on va pas mener son autorité de la même manière. C'est pour ça que je dis, chaque enfant vous reconstruit en tant que parent. À chaque fois, c'est une renaissance. C'est pas parce que vous en avez eu 2, 3, 4 que vous êtes capable de faire mieux au 4e. Chaque enfant va vous aider à vous inventer. Donc, c'est en fait, j'aurais voulu entendre, et je n'ai vu que des oppositions très narcissiques, de pour ou contre, et chacun y allait de son petit mot. Et au fur et à mesure que j'entendais ça, nous, dans nos cuisines, on voyait arriver des parents paumés, ne sachant pas quoi faire. Donc, ça va pas. Si on prend la parole, c'est pour essayer de dire aux parents. Et moi, là, aujourd'hui, je leur dis, vous ne savez pas, vous avez des doutes, vous avez des questions. C'est ça, être parent. Eh ben, il y a les cuisines des pâtes au beurre. Il y a aussi d'autres lieux. Renseignez-vous dans votre ville. Mais il y a des lieux où vous pouvez prendre appui, des lieux où vous pouvez vous questionner. Nous, c'est gratuit, c'est ce qu'on a voulu. C'est sans rendez-vous, c'est anonyme, parce que on n'a pas envie que ce soit lié à de l'administratif. Vous n'êtes pas toujours en situation régulière, vous n'avez pas toujours vos papiers. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous êtes parent et vous vous posez des questions. Donc, on est là. Voilà. Aussi simple que ça. Et l'autorité était une belle occasion de parler avec les parents. Or, on ne leur a pas donné la parole et on a vu des batailles de chapelle. Bon, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Mais comment est-ce que vous abordez, vous, en consultation, la question de l'autorité? Exactement comme ça. C'est-à-dire... avec des parents qui ne savent pas où placer le curseur. Avant de leur dire où placer le curseur, parce que je ne vais pas savoir pour eux, s'il n'y a qu'eux qui sauront, je vais apprendre à les connaître. Donc, ils vont venir, ils ont une préoccupation. Ils vont être énervés parce qu'ils n'arrivent pas à mener leur autorité d'une façon ou d'une autre. Et donc, je vais leur demander ce qui se passe. Et on utilise au pâte au beurre ce qu'on appelle la clinique du détail. Alors là, je rentre un petit peu dans la S'il vous plaît, manière dont on travaille. Ouais. C'est-à-dire que le parent, il va arriver très énervé.
Vraiment, il en a ras-le-bol. Il est à bout. Et quand vous êtes pris par l'émotion, vous n'arrivez plus à penser. Donc nous, notre boulot, ça va être de faire un peu poser tout ça en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? Alors, il veut jamais mettre son pyjama. Tous les soirs, c'est la même histoire. Le soir, ça se passe comment ? Le pyjama, il est où ? Alors, vous voyez, dans le détail. Dire, mais le pyjama, j'en sais rien. Moi, il est, je sais pas, etc. Et puis, petit à petit, il commence à raconter. Ah oui, le pyjama, oui, c'est vrai, le soir, voilà comment je fais, etc. Et on voit petit à petit l'émotion tomber, la pensée se remettre en route et le parent se raconter en nous racontant ce qui est en train de lui arriver. Et tout d'un coup, il va dire « Ah oui, maintenant que vous me le dites, on n'a toujours rien dit. Maintenant que vous me le dites, c'est une manière de dire « Ah oui, ça y est, je vois, j'ai de l'image. » C'est vrai que juste avant, je me souviens, il y a eu tel et tel événement. C'est-à-dire qu'en fait, le parent va tout d'un coup donner du sens à la crise. Et à ce moment-là, il va commencer à se dire « Ah oui, mais là, peut-être que d'ailleurs, j'aurais dû lui dire non à ce moment-là. Peut-être que j'ai trop attendu. J'invente là, hein, je ne sais pas. » Mais voilà, donc c'est-à-dire que petit à petit, il va commencer à dire « Ah, j'ai trop autorisé ou pas assez autorisé. » Et là, on va pouvoir dire « Ah ben vous voyez, en fait, vous me dites que vous ne savez pas dire non, mais en fait, si. Mais là, vous êtes en train de me dire « J'ai dit non trop tard. » Voilà, donc, et il va dire... C'est vrai. Et il va repartir avec cette interrogation, bon, en tous les cas, cette mise en pensée. Peut-être qu'il va revenir le lendemain ou le surlendemain, peut-être pas, parce qu'il va continuer tout seul. Nous, notre objectif au Pâte au beurre, c'est que le parent se saisisse de sa parentalité. C'est pas nous qui allons lui dire comment il doit faire. Un parent, ça transmet des valeurs. Je ne connais pas, chaque famille a ses valeurs, donc je n'ai pas à m'autoriser à lui dire ce qu'il a à faire. C'est pour ça que je déteste qu'on leur dise c'est pas bien de mettre au point, c'est bien de mettre au point, etc. Qui plus est, dans nos cuisines, ce qui est intéressant, c'est que c'est collectif, c'est-à-dire que les parents arrivent quand ils veulent. Donc il peut y avoir une famille, 2 familles, 3 familles, et puis il y avoir une famille qui dit ah ben moi je fais pas du tout comme vous, hein. Ah mais vous devriez faire ça. Et ça c'est intéressant. Vous voyez, de faire ensemble, dire ah ben monsieur il pense que vous devriez faire ça. Et à ce moment-là, on met ça au débat. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que nous on travaille avec les parents, si je peux me permettre le mot travail, dans le sens on accompagne, c'est ça accompagner, c'est être là en appui, en support, prêter notre appareil à penser pour qu'ils se remettent à penser et pour que eux trouvent leur solution. Pour relier avec un sujet d'actualité, c'est le rapport avec les technologies qui bordent aujourd'hui notre société. Les écrans. Alors c'est vrai que c'est une question qui passionne tout le monde, ça, les écrans. Les parents ont tous entendu parler des écrans. On leur a tous dit que c'était mal. En général, on leur dit jamais que c'est bien les écrans. On leur dit que c'est mal. Oui, c'est vrai qu'on les met en garde. Vous finalement, vous dites que c'est pas le vrai fléau, les écrans. Les écrans viennent... Bon, d'abord, je dis que l'écran n'est pas un parent comme les autres. Déjà, je pose les choses comme ça. Parce qu'un parent, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui est capable d'être là, fidèle, solide, et qui est capable de se retirer petit à petit de la relation pour que l'enfant fasse tout seul. Donc le parent, son boulot finalement, c'est de conduire à l'autonomie. Pas simple, hein, parce que ça veut dire que l'enfant est dépendant, et tout le travail du parent, c'est de l'aider à être indépendant. On n'aime pas trop que les enfants grandissent aussi, hein, faut être honnête, on n'a pas envie qu'ils s'éloignent. Bon. Mais en même temps, c'est notre tension. Donc l'histoire des humains, c'est cette tension-là. L'écran, lui, c'est le contraire. L'écran, lui, il veut être tout le temps là. Il veut jamais s'absenter. Donc lui, il met de l'addiction. Toujours plus. Et puis il en rajoute. Et puis on regarde et puis on grignote. Et puis on regarde, on grignote et on bouge pas. Voilà, donc on a toutes ces... Voilà. Et puis on regarde, on grignote, on bouge pas, on voit personne. Voilà, donc on voit apparaître tous ces mots que nos jeunes portent aujourd'hui, ces fameux réseaux sociaux qui font de la solitude, ces réseaux sociaux qui nous empêchent de nous reconnaître, qui nous empêchent de vivre des expériences aussi, etc. Donc les parents d'aujourd'hui, je trouve, au regard des parents d'il y a 40 ans, ont ce sujet extrêmement délicat parce que l'adulte lui-même est déjà en addiction par rapport à l'écran. Avec une bonne excuse, c'est pour le travail. Mais je pense qu'on a une question à se poser, nous, c'est-à-dire comment on s'éduque à nos écrans. En fait, on a une éducation d'abord à se faire pour nous, pour pouvoir éduquer nos enfants aux écrans. Il y a cette première chose qui m'intéresse dans les écrans, parce que quand j'en parle avec les parents, bien sûr que si votre enfant est toute la journée sur les écrans, vous voyez bien, vous le dites vous-même, les parents, ils décrivent très très bien les effets que ça a sur leurs enfants. C'est qu'ils n'arrivent pas à poser les limites.
Et à chaque fois, ils disent, mais c'est vrai que j'arrive pas à me limiter moi aussi. Donc, immédiatement, ils sont en miroir. Et ils n'arrivent pas à leur dire non parce qu'ils ne se disent pas non à eux-mêmes. Hein. Et bon, donc déjà, c'est une question compliquée, mais l'écran, qu'est-ce qu'on leur propose en dehors des écrans ? Est-ce que si on leur proposait un monde enviable, ils seraient toujours sur les écrans ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un repli qui fait que nos enfants ont le sentiment peut-être que soit on leur propose un avenir fixe, déjà figé, et ça les intéresse pas, c'est-à-dire on leur dit ton avenir c'est ça, et pas ton devenir, tu vas le construire. C'est-à-dire il faut que tu aies du travail, mais pas n'importe quel travail, etc. Donc ils sont pris dans un discours qui ne leur parle plus, dont ils ne veulent plus. Donc l'écran, il pose, c'est un invité qui n'est pas voulu, oui, c'est celui qu'on n'attendait pas dans la famille et qui a pris toute la place. Dernièrement, j'ai animé des débats avec des jeunes. Ils ont tous la télé dans leur chambre. Beaucoup d'enfants, je dis tous, c'est un peu exagéré, 90% ont la télé dans leur chambre. Ils ont bien entendu un téléphone, certains ont en plus un ordinateur, la même chose pour les parents. Donc on voit cette multitude d'écrans. Il y a beaucoup plus d'écrans dans une maison que d'humains. Ça, c'est la famille en moyenne, c'est 4 personnes et il y a beaucoup plus de 4 écrans dans la maison. Donc oui, ça pose les questions des limites. Hein. Et la lecture sur écran, c'est de la lecture ? Alors, la lecture sur écran... Je n'étais pas très d'accord avec vous, parce que moi je lis énormément sur écran, parce que c'est plus pratique. Oui, et en même temps, je pense que vous conviendrez que ce n'est pas la même lecture. Et que la lecture sur écran, c'est une lecture rapide, un peu disruptive. On saute des pages, on saute des lignes. Moi, j'étais intéressée. Alors, vous avez la gentillesse de dire, mais c'est pas mes travaux à moi. Hein. J'ai lu les travaux. Non, mais c'est parce que j'ai ce passage, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que l'idée, c'est quand même pas de lire est-ce que c'est mieux de lire sur écran que de pas lire du tout ? Alors, ça se discute. Est-ce que c'est mieux de mettre une chanson enregistrée à son enfant ou d'aller lui lire une histoire ou d'aller lui chanter vous la chanson, même si vous chantez faux? C'est une vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prime dans les relations humaines? C'est la relation ou pas? C'est la présence humaine ou pas? Ça, là encore, c'est-à-dire vous laissez votre enfant lire sur écran son histoire parce que vous avez autre chose à faire, hein, ou bien est-ce que vous tenez à lui lire une histoire? Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là. Non, mais parce que, oui, mais ça revient à ce que vous dites. C'est-à-dire que si finalement c'est la même chose, s'il est la même chose, il n'a pas besoin de vous lui filez une histoire sur écran et puis il va se débrouiller tout seul. Donc c'est pour ça que ce que je crains, alors pour reprendre les travaux de Woolf étaient intéressants, où elle disait c'est pas du tout le même espace mental. Donc je trouvais que ça nous amenait à une réflexion qu'il faudrait que je poursuive en la lisant un peu plus, mais j'ai quand même eu envie de mettre ces travaux parce que il me semble que oui, quand elle dit que ce n'est pas une lecture que l'on mentalise suffisamment, c'est une lecture disruptive, etc. Je suis assez d'accord. Moi, je remarque en tous les cas, je ne sais pas vous, mais je remarque qu'en effet, j'ai tendance quand même à lire vite. Oui. Non, je vous tends votre livre pour que vous le montriez à la caméra, mais vous avez tendance à lire vite. Moi, je lis plus vite, je saute des lignes, ce que je ne ferais pas avec un livre papier. Sur écran. Oui, sur écran. Sur écran. Oui. Alors, Sophie Marinopoulos, vous êtes en train de montrer votre livre à la caméra, puisque l'émission est filmée. C'est pas très radiophonique ce qu'on fait, ce que les enfants nous enseignent, aux liens qui libèrent. C'est un plaisir que de vous écouter. Merci beaucoup, merci à vous, merci Philippe. C'était un plaisir que de vous entendre. Vous pourrez réécouter d'ailleurs tranquillement cette émission sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.